Est-ce que t'es un gringo? Parce que là on est au Mexique, et autant dire que ça rigole pas ici. Si je te dis Sinaloa, ça te parle? Plus gros fournisseur de fentanyl au monde. Cette daube qui détruit la vie de beaucoup de gens. Grâce à elle, les cartels se font un maximum d'argent. Tout ça, ça vient du Mexique. Et pour te dire, il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais les informations sur ma télé et t'as 3 touristes américains qui ont eu le malheur de vouloir s'aventurer un peu trop loin dans le nord du pays. Devine quoi? On les a retrouvés tous les 3 une balle dans la tête. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils voulaient juste faire du surf. Moi qui voulais aller au Mexique, je pense que je vais m'abstenir en fait. Non, en vrai, les pays latinos, ça m'a toujours donné envie. Mais je pense que là-bas, faut pas jouer au con. Rester dans les endroits touristiques et éviter de faire les malins. Parce que se retrouver face à un gang, non merci. Mais en parlant de personnes dangereuses, vous pourriez croiser le chemin d'un homme. Celui de José Luis Zepeda. Et autant te dire que t'aimerais pas le rencontrer. C'est une personne très sombre qui a commis les pires atrocités. Alors sans plus attendre, je vais vous demander de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. On se dirige tout droit au Mexique, dans les environs de la capitale du pays. José Luis Zepeda est né le 20 juin 1969. Il a 5 frères et sœurs, Patricia, Claudia, George, Guadalupe et Elena. La famille vit un drame assez tôt, suite au décès du père, Esteban Calva. José est âgé de 2 ans lorsque la tragédie survient. Ici, on ne connaît pas le nom de la mère de famille, mais on sait tout un tas de choses sur elle qui sont pas vraiment toutes roses. C'est une mère de famille violente envers ses enfants, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et on a aussi plusieurs hommes qui font irruption dans sa vie. José et ses frères devaient les appeler papa. Le garçon est également abusé intimement par un adolescent de 16 ans, Tirso, qui était l'ami de son frère aîné George. José était seulement âgé de 7 ans. Comme il est d'un tempérament introverti, il ne semble pas qu'il en ait parlé à son entourage au moment des faits. Le calvaire de José n'en finit pas là. Quelques années seulement après les sévices subis, l'enfant est tout bonnement chassé de la maison par sa mère. Il se retrouve à vivre dans la rue dans un premier temps. José doit alors travailler très tôt, alors qu'il a seulement 12 ans. Il est gardien dans un parking de voitures et a également un emploi dans un bowling. Non seulement il travaille, mais il commet également ses premières infractions. José vit dans une chambre sur un toit du même immeuble que sa mère et ses frères et sœurs. Cela lui donne l'occasion de surveiller sa famille et sa mère, dont il cherche encore l'approbation. Le préadolescent est seul désormais pour s'occuper de lui, ce qui est une responsabilité énorme pour un garçon aussi jeune. Là, on peut remarquer qu'il avait un début de vie très compliqué. Ça commençait très mal pour lui et c'est jamais bon signe. Et justement, il va tomber dans l'alcool et abandonner son cursus scolaire. Il était au lycée et terminera son année un peu plus tard, visiblement par ses propres moyens. José exerce pendant quelque temps la profession de clown, en compagnie d'un de ses beaux-frères magiciens. Il se prend également de passion pour l'écriture en général. Il rédige de nombreux poèmes, des romans pour enfants, des pièces de théâtre et aussi des chansons. Il est très productif dans le domaine et cette activité devient rapidement son emploi. Il vend ses écrits sur le marché et récite de la poésie dans les rues de Mexico. L'homme fait la connaissance d'une femme, Haïdé, en 1996, avec qui il va former un couple et se marier. Le couple va donner naissance à 2 filles. Mais seulement quelques années après le mariage, José Luis et sa femme divorcent. Cette dernière quitte ensuite le pays avec ses 2 filles et emménage aux États-Unis. José est profondément impacté par cette situation et va plonger dans une dépression. L'homme est tombé dans la drogue qu'il consomme en parallèle de l'alcool. José ne va pas rester célibataire très longtemps. L'homme entretient plusieurs relations avec des femmes, avec qui il ne reste pas longtemps. Il se met en couple avec une femme prénommée Elia, puis Lydia Sanchez. Vers les années 2003 et 2004, José fait la connaissance de Veronica Martinez par le biais d'un ami. Cette dernière travaille dans une pharmacie. La relation ne tient pas non plus sur la durée et Veronica finit par quitter José. Les relations avec Lydia et Veronica semblent avoir été ses histoires les plus longues jusque-là, en plus de celles avec son épouse. José commence à fréquenter une femme de 32 ans, se nommant Alejandra Garabito, au cours de l'année 2007. Cette dernière est employée de pharmacie
et elle est mère de 2 enfants. La relation est suffisamment sérieuse pour que la jeune femme présente son conjoint à sa mère qui s'appelle Soledad. Le couple José et Alejandra envisage pourquoi pas d'avoir un enfant à l'avenir. La mère d'Alejandra apprend que sa fille n'est pas allée au travail le 5 octobre. Ses soupçons se reportent rapidement sur le conjoint de cette dernière. La première fois que José a été présenté à la maman Soledad, elle ne l'a pas bien perçu. Elle ne le sentait absolument pas. Alejandra venait tout juste de changer de lieu de travail. Elle a été transférée à proximité de l'appartement de José dans le centre-ville. La nouvelle pharmacie où elle devait travailler se trouvait plus proche du domicile d'Alejandra. La situation s'était apparemment dégradée dans le couple suite à ce changement, au point où la séparation avait été envisagée du côté de la pharmacienne. Mais José avait menacé de mettre fin à ses jours si cela intervenait. Bah ça, vous voyez, si vous tombez sur un homme qui menace de mettre fin à ses jours si vous devez le quitter, fuyez. Un conseil, fuyez. Croyez-moi, il n'y a rien de pire. Jouer sur les sentiments et essayer de faire peur à sa conjointe, non, c'est beaucoup trop sombre. Enfin bref, dès le lendemain, Soledad se rend dans le quartier de Zepeda afin de se renseigner au sujet de sa fille. Elle sait que José est consommateur de drogue et imagine qu'il séquestre sa fille chez lui. Pour elle, c'était pas impossible. La mère d'Alejandra apprend que des voisins ont vu José rentrer chez lui avec une femme ressemblant à la disparue. Soledad porte directement plainte contre Zepeda dans la foulée. Ses soupçons étaient désormais fondés. Ici, on va arriver dans une partie plutôt choquante. Donc, petit disclaimer. C'est toujours important de vous prévenir, bande de fourbes, parce que ce qui va suivre est très choquant. Le 8 octobre, soit 2 jours après le signalement de la disparition d'Alejandra, des policiers se rendent sur place. Ils ont compris assez rapidement que la situation était inhabituelle. Alejandra ne s'absentait jamais de son travail sans prévenir. Et en tant que maman, elle avait des responsabilités. Les voisins de José sont interrogés, comme l'avait fait Soledad. D'après eux, une odeur insupportable provenant de l'appartement de l'homme de 38 ans commence à embaumer l'immeuble. Celui-ci réside au 4e étage. Les policiers sonnent chez l'individu suspect. Les agents demandent à José s'il est possible de faire le tour de son appartement. Ils souhaitaient savoir si Alejandra se trouvait sur place. D'ailleurs ici, les policiers sont venus par surprise. Zepeda ne s'attendait absolument pas à les voir ici. Le domicile de José Zepeda fait peine à voir. L'endroit semble être le décor d'un film d'horreur. Il est dans un état lamentable et effectivement, une odeur particulière saisit les nouveaux visiteurs. Les agents font le tour des pièces et constate que José est bien seul chez lui. Cependant, l'endroit est suspicieux. Il y avait quelque chose de bizarre. Un agent ouvre un placard et tombe sur le corps d'une femme démembrée. Il lui manque l'avant-bras droit ainsi qu'une partie de la jambe droite en dessous du genou. Les membres manquants de cette personne sont retrouvés dans la cuisine, dans le réfrigérateur ainsi que dans une boîte de flocons de maïs. À l'intérieur de ce contenant, un os entouré de chair qui semble avoir été frit. José sent que la situation tourne mal pour lui. Là, il savait qu'il était dans la merde. Et il va essayer de s'enfuir en sautant par le balcon. Mais il ne réussira pas. Les agents l'interpellent et le conduisent directement à l'hôpital Xoco. Il souffre d'une légère commotion cérébrale, ce qui ne l'empêchait pas de répondre aux questions des policiers. José est soumis en parallèle de ses soins à des tests psychologiques. Il est confirmé assez rapidement que Zepeda a des tendances psychopathiques. La maison de l'individu est fouillée un peu plus en détail suite à son arrestation, dévoilant encore de sinistres trouvailles. Une poêle contenant de la chair humaine, un avant-bras apparemment, se trouvait sur la gazinière. Une assiette avec des morceaux de chair attend sur la table, accompagnée d'un demi-citron. C'était comme si l'homme était en train de se préparer un repas. Il était en train de manger quand les policiers sont arrivés. Sans plus attendre, la collecte des preuves débute. Le corps humain, dissimulé dans un placard de l'appartement, est transporté dans un institut médical dans le but d'être examiné. Les analyses permettront de déterminer rapidement qu'il s'agit d'Alejandra Garavito. La victime a été étranglée. La disparition d'Alejandra est devenue une affaire pour homicide. En parallèle de la fouille de l'appartement, Zepeda est entendu par les enquêteurs. L'homme va avouer son crime. Il a effectivement tué sa compagne, mais pour lui, il s'agit d'un accident. Le couple s'est disputé le soir du 5 octobre, et José a étranglé Alejandra jusqu'à la tuer. Comme il ne savait pas quoi faire du corps, il l'a caché dans un placard de son appartement et il a commencé à le faire démembrer dans le but de le faire disparaître.
Mais les enquêteurs ne croient pas à cette histoire. Ils pensent que la mort d'Alejandra était préméditée et qu'il aurait utilisé les lacets d'une paire de baskets se trouvant chez lui. Le sentiment de Soledad Garabito au sujet de José se confirme d'une bien triste manière. Si elle pensait que sa fille faisait l'objet d'une prise d'otage, elle ne s'attendait pas à apprendre le décès d'Alejandra. Elle témoigne auprès des enquêteurs, révélant tout ce qu'elle sait sur l'homme qui a partagé la vie de sa fille. L'homme s'est présenté comme un poète, dramaturge, metteur en scène et chanteur. Il assurait gagner 200 $ par jour en vendant ses œuvres, ce que Soledad n'avait pas cru. En effet, l'homme n'avait pas l'apparence d'une personne gagnant bien sa vie. Zepeda semblait vouloir se montrer sous un jour qui n'était finalement pas le sien, dans le but de se faire apprécier. Il est également établi que José n'est pas uniquement au cœur de cette affaire. Les policiers se rapprochent d'une ancienne relation de l'individu, Lydia Sanchez, dont le nom au départ est dissimulé afin d'assurer sa sécurité. Cette dernière entretenait une histoire amoureuse avec le suspect avant de rompre. Son témoignage permet d'éclaircir de nombreuses zones d'ombre au sujet de la personnalité de José. La jeune femme a été courtisée par l'homme par le biais de poèmes qui lui faisaient parvenir ainsi que d'autres petits présents comme des fleurs ou des chocolats. Le côté obsessionnel de José ne lui a sauté aux yeux qu'après qu'il soit en couple. En effet, l'homme a une fixette concernant le nettoyage. Il se lave les mains en permanence, et notamment avant et après des relations intimes. Lydia remarque également que José pratique la sorcellerie. Il utilise différentes herbes et des langues de bœuf pour ses pratiques. Son comportement à l'égard de la jeune femme n'est pas des plus rassurants non plus. Il est d'une jalousie maladive, contrôlant et tente même de mettre fin à ses jours. Lydia ne supporte plus cette situation et décide de rompre. Une autre personne, dont l'identité est restée secrète, a témoigné face au procureur, donnant davantage de renseignements sur José. Il est fasciné par les vidéos à certains caractères impliquant des animaux, la sorcellerie, ainsi que le roman Les 120 journées de Sodome. Petit point littérature ici, mais c'est l'une des œuvres du marquis de Sade qu'il a écrit alors qu'il se trouvait en prison à la Bastille en 1785. Cet homme a passé un tiers de sa vie derrière les barreaux pour divers actes, dont des actes de torture à l'encontre de femmes. C'est quand même grâce ou à cause de ce monsieur qu'on a eu des mots comme sadisme, sadique ou SM. La petite parenthèse que je viens de faire ici, c'est vraiment pour dire que ce livre, c'est pas rien de l'avoir en sa possession. Ça vous laisse une idée des quelques thèmes qu'on peut y retrouver. Enfin bref, reprenons notre récit. Cuthberto Enriquez, conservateur d'une exposition sur les tueurs en série au Centre culturel de la police de Mexico, se demande si les actes de José n'ont pas été motivés par une forme de frustration. D'après lui, c'est le fait que sa carrière dans l'écriture ne décolle pas qui a généré de la frustration puis de la colère. Il serait très intéressant d'obtenir une copie de son travail. Cela donnerait probablement un bon regard psychologique sur ses concepts du bien et du mal. Le 16 octobre, José plaide coupable du meurtre de sa compagne devant le parquet du district fédéral. Cependant, selon lui, ce n'était pas un cannibale. Le corps d'Alejandra a été découpé et cuit dans le but d'être servi à des chiens errants. Il n'avait apparemment aucune envie de les consommer. Le procureur Gustavo Salas maintient toujours la version de la préméditation et les faits de cannibalisme. Il s'appuie sur les constatations faites par les enquêteurs lors de la fouille effectuée au domicile du suspect. Entre la cuisinière avec les restes humains dans la poêle et les restes humains retrouvés dans le réfrigérateur, il y a peu de doute sur les intentions du meurtrier concernant sa victime. Et j'avoue qu'ici, c'est dur de le croire. José Zepeda, t'es un peu en train de nous prendre pour des cons. Ça paraissait évident qu'il voulait manger cette viande. Et là, pour peut-être atténuer sa peine, il dit tout le contraire. Et quand on regarde bien, il y avait même un plat préparé avec du citron, si j'ai bien compris dans les articles que j'ai pu lire. Pourquoi tuer des personnes pour faire des choses comme ça ? Ça n'avait aucun sens. 2 jours après le plaidoyer de culpabilité de l'accusé, le bureau du procureur a fait une déclaration au sujet de l'affaire. L'accusé aurait maltraité et tué une ex-petite amie du nom de Olga Libia. Celle-ci, professeure d'anglais de 23 ans, a été contrainte de visionner des films à un certain caractère impliquant des animaux. Olga a également subi des abus sexuels. Le corps de cette dernière n'a jamais été retrouvé. J'ai trouvé intéressant de mentionner Olga Libia, même si c'est une personne dont on a assez peu d'informations. C'est là qu'on se rend compte que la justice a tout tenté pour retrouver les victimes de Zepeda.
Je me demande d'ailleurs comment ce nom est venu à l'oreille des enquêteurs. L'accusation est d'ailleurs persuadée que José Zepeda a commis d'autres crimes. Selon eux, il aurait commis plus de crimes qu'on ne le pense. 2 corps de femmes démembrées avaient été découverts à Mexico le 30 avril 2004 et en avril 2007. Les restes humains avaient été déposés dans des contenants peu habituels. C'était à l'abri des regards dans des cartons ou des sacs. La première victime s'est avérée être Veronica Martinez. C'était une ex-petite amie de José. Quant à la seconde, elle n'avait plus ses mains et ses pieds. Il s'agissait d'une prostituée dont le véritable nom n'est pas connu. Elle se nommait elle-même la Jarocha. Elle était bien plus jeune que les autres victimes de Zepeda. J'ai même pu lire qu'elle était adolescente, car on sait finalement assez peu de choses sur elle. Avec le comparatif du mode opératoire de José, il s'est avéré que les victimes ont été étranglées, tout comme Alejandra Galeana. C'est grâce à l'intervention de Judith Reynoso, la mère de Veronica, que les autorités ont pu se pencher à nouveau sur le dossier de sa fille. En effet, en apprenant l'arrestation de Zepeda, elle s'est souvenue que Veronica et lui entretenaient une relation amoureuse. L'homme se montrait violent envers Veronica, à tel point qu'elle s'est réfugiée chez un ex-petit ami. La jeune femme s'est rendue au travail le 24 avril, jusqu'à ce que ses restes soient retrouvés moins d'une semaine après. José Luis ayant tué sa petite amie, Judith se dit qu'il a fait probablement la même chose à Veronica, avant de se débarrasser du corps de cette dernière. Les restes de Veronica ont été retrouvés dans plusieurs sacs en plus de certains indices, dont les analyses n'avaient pas vraiment abouti à l'époque. La police avait mis la main sur un reçu de chaîne de télévision câblée avec un code barre. Avec la récente mise en arrestation de José Luis en contenu du lien avec la victime, les preuves ont été récupérées et ont pu relier Zepeda au meurtre de son ancienne petite amie. Judith est soulagée de voir que sa requête auprès des autorités est prise au sérieux. Elle élève les 3 enfants de Veronica depuis le drame, qui apprennent alors dans quelles circonstances leur mère a connu la mort. Judith sait que sa fille et José ont fait la connaissance par le biais d'une connaissance en commun, un collègue de travail de Veronica. Un homme du nom de Juan Carlos est interpellé le 19 octobre 2007. Cela intervient suite à des recherches menées par les autorités dans les districts de Tezamac et de Chimalhuacán. L'individu a été soupçonné d'être le complice de José dans les meurtres. Les 2 individus auraient d'ailleurs entretenu une relation sentimentale. On ne sait pas dans quel contexte les 2 hommes se sont connus, et on ne sait pas si le lien existant entre eux s'est maintenu en parallèle des histoires de José. Veronica aurait quitté José à cause de la jalousie excessive de ce dernier. Juan Carlos, convoqué au bureau du procureur, confirme qu'il connaissait Veronica puisque c'est lui qui est à l'origine de la rencontre entre Veronica et José. Il n'a en aucun cas participé à la mise à mort de la jeune femme. Donc 2 jours avant la découverte des restes de Veronica, Juan Carlos est venu rendre visite à José. Et il est aussi tombé sur Veronica qui se trouvait allongée sur son lit. On ne sait pas dans quel état la jeune femme se trouvait à ce moment-là, mais elle était apparemment toujours en vie. Suite au décès de cette dernière, Juan Carlos a dû la laisser sur le lit afin que José s'en occupe. Ce dernier menace Juan Carlos de tuer sa mère ainsi que sa sœur s'il ne le soutient pas et s'il fait part de ce qu'il savait à la police. Le rôle de Juan Carlos dans le décès de Veronica est difficile à déterminer. Cependant, la victime accusait l'individu de lui avoir volé 50 000 pesos, soit environ 2700 €. Veronica en avait fait part dans une lettre adressée au ministère public en mars 2004, un mois avant la découverte de ses restes. Juan Carlos doit alors répondre de ces accusations. Ici, je n'ai pas pu trouver plus de renseignements à ce sujet. La coïncidence est troublante quand on y repense. Juan Carlos aurait très bien pu souhaiter le décès de Veronica afin qu'elle n'ébruite pas cette affaire auprès de tous. Le 24 octobre 2007, la mention de cannibalisme est ajoutée au dossier contre Zepeda par le parquet. Dans les jours qui suivent, une sorte d'autobiographie du meurtrier est partagée. Il s'agit d'un recueil de poésie intitulé « Instinct cannibale » que José n'a jamais fait publier. Les sujets abordés sont divers, bien que peu habituels quand on parle de poésie. Coprophagie, relations SM, relations sexuelles et cannibalisme. La couverture du roman est une photo du tueur Hannibal Lecter. Le roman aurait depuis disparu des archives de police. La découverte de ce meurtrier va bouleverser tout le pays entier. Si le Mexique est habitué aux nouvelles de crimes violents, le démembrement n'est pas courant en matière de meurtre. Le cannibalisme est également un élément violent,
mais qui a déjà été connu quelques années auparavant dans le pays. José est condamné à 50 ans de prison pour les meurtres d'Alejandra, de Veronica et de la prostituée présentée sous le nom de la Jarocha. On le soupçonne d'avoir commis d'autres meurtres, mais les preuves sont insuffisantes. Si 3 meurtres ont pu être confirmés, les autorités pensent qu'il y a encore 5 crimes supplémentaires. Pour eux, c'était clair, il avait fait beaucoup plus qu'on ne le pense. Le 11 décembre 2007, le décès de José Luis Zepeda est prononcé. L'homme était détenu à la prison d'Oriente depuis quelques semaines seulement. L'administration de la prison confie que José a été retrouvé mort pendu dans sa cellule à l'aide de sa ceinture. Il a bloqué l'entrée de sa cellule et a commis son acte tôt dans la matinée, entre 6h et 6h30. Une sœur du détenu assure que José vivait un véritable calvaire dans l'établissement pénitentiaire. Il a vécu du harcèlement, était victime d'extorsion ainsi que d'agressions sexuelles. Le corps de José démontre également qu'il a subi des actes violents. José souffrait d'un trouble bipolaire et avait exprimé des remords concernant ses actes passés. Il aurait pu décider de mettre fin à sa vie car le sentiment de culpabilité était trop grand. Le rapport d'autopsie conclut tout de même à une mort donnée volontairement. La mort ne serait pas due à la pendaison. José est décédé suite à la prise de cocaïne. L'avocat du détenu confirme cette information et que José a laissé 2 lettres à l'intention de sa mère. La mère d'Alejandra, Soledad Garavito, accueille la nouvelle de la mort de Zepeda comme un châtiment divin. Je ne souhaite la mort à personne, mais je sens que c'est la justice divine. Je ne prends pas plaisir à la mort de cet homme, mais j'ai vu qu'il y avait un Dieu et qu'il était avec moi. Les proches de la jeune femme avaient rapidement remarqué qu'Alejandra ne donnait plus de signes de vie, et ils ont aussitôt déclenché l'alerte auprès des autorités. Ici, on va faire une nouvelle parenthèse pour revenir sur un protagoniste ayant pris une importance dans notre récit un peu plus tôt. Le 19 décembre 2007, une semaine après le décès de Zepeda, un mandat d'arrêt est délivré à l'encontre de Juan Carlos Pérez. On reconnaît qu'il a exercé un rôle de complice auprès de Zepeda dans le meurtre de la jeune femme. Juan Carlos était déjà détenu depuis 2 mois, avant la mise en place du mandat d'arrêt, dans un hôtel en attendant que l'enquête soit menée à son terme. L'homme a d'ailleurs tenté de s'enfuir, mais il a rapidement été interpellé. José Luis Zepeda est aujourd'hui surnommé le cannibale de la Guerrero, faisant référence à l'état dans lequel il a sévi, mais également le poète cannibale. Il est considéré par les Mexicains comme l'un des tueurs en série le plus choquant du pays. Son mode opératoire, si on peut le nommer ainsi, a choqué tout le monde. S'il a provoqué la mort de plusieurs femmes, il n'avait pas peur d'attaquer ses propres conjointes. On a supposé que les mauvais comportements de sa mère ont été à l'origine de son désir de tuer des femmes, même s'il ne l'a jamais exprimé. Concernant son supposé complice Juan Carlos Pérez, je ne sais pas s'il est aujourd'hui encore incarcéré. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et ici, j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Je voudrais vous poser la question suivante. Un tueur en série, selon vous, peut-il revivre en société après tout ce qu'il a fait? La question peut sembler bête, mais j'ai envie d'avoir vos avis. Est-ce que pour vous, ils ont droit à une seconde chance à un moment donné de leur vie, ou non? Ils sont considérés comme des monstres et ils doivent pourrir en prison jusqu'à la fin de leur jour. C'est le grand débat que j'ai envie de voir sous les commentaires, et maintenant, on passe à notre histoire bonus. Voici l'histoire d'une jeune femme morte, et dont les convictions continueront de perdurer, et ce même après sa mort. L'histoire de Yunene Mwetiana. Yunene Mwetiana est née le 20 avril 2000 à East London, dans le Cap Oriental, en Afrique du Sud. Avec ses parents Noman Gwan et Philippe Mwetiana, ainsi que son grand frère Essona, elle grandit dans la banlieue de Bacon Bay. Là-bas, elle fréquente l'établissement Hudson Park, qui propose l'équivalent de la maternelle, du collège et du lycée. En 2013, pendant ses années de collège, Yunene y préside le conseil des élèves et démontre ainsi son caractère militant, qui va se développer pour ne faire plus qu'un avec son image dans les années à venir. C'est dans le caractère de cette jeune fille de vouloir faire entendre sa voix. Et il y a un combat particulier qui lui tient à cœur, la défense des femmes, et plus précisément l'égalité qu'elle devrait avoir avec les hommes. Ainsi, sa maman décrit sa fille comme un être doté d'un engagement féroce, et qui déteste toute forme d'injustice sociale. Elle mentionne également l'esprit combattant de sa fille, et de sa joie qui illumine la vie de ceux qu'elle rencontre. Son frère aîné Essona, lui décrit sa sœur comme une jeune femme franche et pragmatique. Il ajoute que même à la maison, sa sœur est toujours prompte à l'interpeller,
lui et leur père Philippe, sur leurs habitudes patriarcales, qu'elle n'a pas peur de dire à ses parents qui sont de fervents chrétiens qu'ils devraient toujours pratiquer ce qu'ils prêchent aux autres, à savoir le respect et le partage. Quand on entend tout ça, ça se voit que cette Yunene, c'était une très belle âme. Elle avait le cœur sur la main et ça se ressentait énormément. Et je trouve ça super beau. Bref, après le collège, Yunene change d'établissement pour rejoindre l'école Kingswood en 2014. Là-bas, elle y mène une vie de lycéenne épanouie. Elle y étudie la musique, développe ses capacités sportives et elle va accroître son tempérament militant. Elle est également très sociable et s'y fait beaucoup d'amis. Pour Kingswood, Yunene Mwetiana est une jeune femme passionnée. Elle est talentueuse, attentionnée et semble aimer la vie et se soucie profondément des autres comme de la justice sociale. Vous l'avez compris, Yunene est quelqu'un qui sait se démarquer de la foule. En 2018, elle quitte Kingswood pour rejoindre l'université du Cap, sur la côte ouest d'Afrique du Sud, à plusieurs heures de route de sa ville natale. Elle étudie là-bas dans une filière de médias et de cinéma. Mais son objectif à terme serait, semble-t-il, devenir avocate. Yunene entre ensuite à l'université du Cap dans la section cinéma et médias. Au vu de sa personnalité et de son potentiel, il ne fait aucun doute qu'elle pourra y parvenir. Mais malheureusement, le sort va en décider autrement. Son destin va être scellé, le jour où elle va décider de se rendre dans un bureau de poste d'une ville toute proche, Clermont. L'existence de Yunene va basculer à cause d'un colis qu'elle a commandé. Dit comme ça paraît bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce que contenait ce colis, et on ne le saura peut-être jamais. Mais ce simple petit paquet va amener la jeune femme de 19 ans à faire la pire rencontre de toute sa vie. Sa route va croiser celle d'un monstre, ou plus concrètement, une sorte d'être humain frustré, et tout près de se laisser envahir par ses obscures pulsions. Cet homme n'était personne jusqu'alors, mais ça ne va pas durer. Bientôt, tout le pays va tristement entendre parler de lui. Tout le monde va connaître son nom, ainsi que celui de sa victime, Yunene Mwetiana. Tout commence le 8 août 2019, lorsque Yunene se rend donc au bureau de poste de Clarinch, dans la ville de Clermont. Un homme de corpulence moyenne, presque chauve, la reçoit au guichet. Elle lui explique souhaiter récupérer un colis, ce à quoi il lui répond, après une courte vérification, que ce dernier ne sera pas disponible avant le 16 août prochain. Yunene est un peu déçue, et elle doit prendre son mal en patience. L'homme, lui, l'observe, et il trouve que c'est une très belle femme. Mais son regard n'est pas celui d'un homme bienveillant. Non, pas du tout. C'est celui d'un criminel, doublé d'un pervers. Voilà de quelle façon nous pourrions qualifier ce type. Pour la tenir au courant de l'arrivée de son paquet, l'homme de 42 ans lui fait une proposition, s'échanger leur numéro de téléphone. Et Yunene approuve l'idée. Il est ravi et en profite pour se présenter. Il s'appelle Luyanda. Luyanda Bota. Cet homme, nous ne connaissons pas très bien son histoire, mais il n'a pas l'air d'être le genre très fréquentable. Cela fait plus d'1 an qu'il est employé dans ce bureau de poste. Il a été durant un certain moment à temps partiel, et suite à son travail jugé convenable, il a été finalement recruté à temps complet. Mais même si au travail tout se passe bien, on peut dire sans trop se tromper que Luyanda Bota n'est pas un individu de confiance. Pour commencer, afin d'accéder à ce poste, cet homme a menti. Il a affirmé à sa hiérarchie qu'il n'avait pas de casier judiciaire, alors qu'il y a seulement quelques années qu'il vient de sortir de prison pour avoir volé une voiture. Par rapport à ce qu'on a pu entendre sur cette chaîne, ce n'est pas forcément quelque chose d'impressionnant. Et en soi, falsifier des éléments sur son parcours, comme sur son CV par exemple, des tas de gens l'ont fait avant lui, et même peut-être certains d'entre vous. Hein, bande de fourbes, vous l'avez pas déjà fait, vous? T'imagines un entretien d'embauche? Eh bien, monsieur, vous avez un doctorat en médecine? Simple curiosité alors, qu'est-ce que la dégénérescence hépatolenticulaire, s'il vous plaît? Quoi? Je vous permets pas de me poser une question pareille. Oui, je suis un gros mytho. Que voulez-vous, je suis un gros menteur, un médecin de Wish. Je suis sûr que c'est déjà arrivé ce genre de choses. Mentir sur son CV et s'en prendre plein la gueule. Le mec, tu pensais que c'était un expert en plein de choses, mais au final, il ne connaît rien du tout. C'est un escroc, le fourbe. Bref, on se reconcentre. Luyanda a passé 5 années derrière les barreaux, et en a accompli 3 avec sursis. On pourrait se dire que sa peine est faite, qu'il a payé sa dette à la société, et qu'il pourrait enfin passer à autre chose. Ce serait un moindre mal, surtout que la prison a dû être fatigante pour lui. Et il est probable, comme de nombreux anciens détenus, qu'il ne souhaite pas y retourner. Par la suite, il est parvenu à se réinsérer, à travailler, gagner sa vie et redevenir anonyme. Les choses auraient pu continuer ainsi.
Mais c'était sans compter cette journée, cette rencontre, et surtout cette pulsion destructrice et autodestructrice. Oui, car obtenir le numéro de téléphone d'une belle jeune fille comme Yunene, c'est quelque chose d'agréable pour l'ego de Luyanda. Ça a quelque chose de galvanisant, un peu comme si une sorte de proximité, même aussi dérisoire soit-elle, s'était subitement installée. Elle lui a donné sa confiance si facilement. Après cet échange, la jeune femme finit par s'en aller. Comme elle l'a signifié, elle reviendra bientôt. Environ 2 semaines plus tard, le 24 août 2019 vers 14 h, Yunene se rend donc de nouveau au bureau de poste. Arrivé sur place, c'est de nouveau Luyanda Botha qui la reçoit avec le sourire. Le colis est a priori là, mais il ne peut présentement pas encore lui remettre. La cause, c'était l'électricité qui était coupée temporairement. C'était très ennuyeux. On est un samedi et le bureau devrait être déjà fermé pour le week-end. Yunene devine qu'elle n'aura pas encore ce qu'elle a commandé et que ce sera reporté à la semaine prochaine. La livraison était déjà relativement longue et ce n'est visiblement pas encore fini. Mais l'ex-prisonnier a une idée derrière la tête. Pour faire mine d'arranger Yunene, il lui suggère de repasser dans l'après-midi. Il prétexte que le souci électrique sera sûrement arrangé d'ici là et qu'elle pourra récupérer enfin son colis. Mais arrêtons-nous quelques secondes sur ce qui vient de se passer. Déjà, normalement le samedi, le bureau de poste n'est censé ouvrir ses portes que de 8 h jusqu'à 13 h. Au moment où Yunene s'y présente, il est déjà 14 h. Pourtant, le fameux Luyanda y est encore présent avec une de ses collègues. Et en plus, il ne semble pas refuser d'accueillir un client. C'est vrai, on sait tous que certaines personnes sont souples avec les horaires de travail. Bon, en France, une poste ouverte 1 heure après sa fermeture officielle, c'est très rare, voire inexistant. Mais premièrement, nous sommes en Afrique, et deuxièmement, chacun a sa façon de travailler. Donc peut-être qu'ici, elle ne se doutait de rien. Mais ce qui est plutôt difficilement explicable, c'est la raison pour laquelle Luyanda Botha lui demande de repasser plus tard, c'est-à-dire plusieurs heures après la fermeture de l'établissement. Ça, c'est quelque chose de plutôt inhabituel. Quelques heures en week-end, c'était beaucoup trop. Déjà que la plupart des gens, après avoir terminé le travail, ils ont qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux. Là, ça sentait clairement pas bon. On voyait qu'il préparait quelque chose de bizarre, c'était sûr. Mais certaines sources rapportent que malgré que le bureau soit fermé l'après-midi ce jour-là, certains employés peuvent y rester pour travailler, sans recevoir de public. Et très loin de se douter de la tournure que vont prendre les événements, Yunene accepte sa proposition. Et pourquoi pas après tout? C'est ce qu'elle devait sûrement se dire. Et surtout, ça lui permettra de ne pas attendre lundi prochain, parce qu'elle aura sûrement d'autres choses à faire. Après que Yunene soit reparti, Luyanda Botha s'adresse à sa collègue. Il lui propose de partir plus tôt cet après-midi, qu'il se débrouillera avec ce qu'il reste de travail. En d'autres termes, il veut être seul lorsque sa jeune cliente reviendra. Qui aurait pu prédire ce qui arriverait? Personne ne se méfie des services publics en général. Qui aurait pu se douter de l'employé de poste qui d'habitude vous aide à affranchir votre lettre? Personne. Et croyez-moi, c'est le dernier endroit où on imaginerait se faire attaquer, voire perdre la vie. Plus je raconte cette histoire, plus je me dis, mais on peut devenir hyper paranoïaque, sérieux. Imagine, tu vas à ta boucherie, tu commandes un peu de beefsteak, je sais pas moi, plein de petites choses, mais tu ressors avec un bras. Ton boucher vient de te couper le bras, parce que tu l'as énervé. Je suis en train de partir dans tous les sens, mais c'est pour dire à quel point, je sais pas, tu voulais juste acheter de la viande, ou tu voulais juste récupérer ton colis, mais tu t'attends pas à perdre la vie, sérieux? Tu t'attends pas à te faire attaquer par des fous furieux, c'est totalement absurde. Donc ici, elle n'aurait jamais pu se douter de quoi que ce soit. Et même nous à sa place, franchement, on aurait fait la même erreur. Enfin bon, faites attention à vous mes amis, et c'est encore une leçon qui nous montre qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Et malheureusement, Yunene n'aura pas cette chance. À partir du moment où elle sort du bureau de poste, les heures pour elle sont désormais comptées. Pourtant, tout ce qu'elle voulait, c'était récupérer son colis. De son côté, toute l'après-midi, l'employé de poste réfléchit à ce qu'il va faire. Quelques heures plus tard, un minibus se gare près du bureau de poste. Comme promis, Yunene est de retour. Luyanda l'invite à entrer, et c'est ce qu'elle fait. Les voici face à face. Luyanda commence à lui parler, mais pas de son colis. Il lui fait des avances, des propositions sexuelles. Yunene ne répond rien, et semble afficher une mine effrayée. À un moment donné, Luyanda met son plan à exécution. Il passe derrière elle et ferme la porte. Ensuite, il attrape la jeune fille par la taille pour la rapprocher de lui de force. Pour se défendre, Yunene se met à se débattre. Cela énerve Luyanda qui commence à lui mettre des coups. Elle réussit à courir jusqu'à la porte, mais il la rattrape et la jette par terre.
Puis il l'attrape par quelque chose, peut-être un vêtement ou ses cheveux, pour l'emmener dans le coffre-fort. Une fois à l'intérieur, quelques minutes durant, Luyanda la maltraite sans éprouver de remords. Il la frappe, l'étrangle, Yunene se défend comme elle peut. Mais son adversaire est plus fort, plus lourd, plus déterminé. Elle finit par tomber dans les pommes. Luyanda reprend son souffle, la déshabille et l'agresse sexuellement. Au milieu de cet acte de barbarie, la jeune femme reprend conscience. Difficile d'imaginer ce qu'elle doit éprouver. Elle recommence à s'agiter, envoie des coups de poing, des coups de pied. Luyanda se lève alors pour aller près du bureau. Il s'arme de quelque chose, une balance de 2 kilos, celle utilisée pour peser les lettres et les paquets. Puis il revient vers Yunene pour l'abattre sur sa tête. Cette fois-ci, le coup est fatal et elle meurt sur le coup. Après son acte d'une violence inouïe, Luyanda aurait enfermé son corps dans le coffre-fort, puis décidé de la laisser là, le temps de trouver une solution pour s'en débarrasser plus tard, discrètement. Luyanda Botha vient de commettre l'irréparable. Il sort maintenant du bureau de poste. Impossible de savoir ce qu'il a en tête à ce moment-là, et ce qu'il a pu ressentir. Que pourrait bien éprouver un homme qui vient de déraper à ce point, dites-moi. Quoi qu'il en soit, il est maintenant métamorphosé à jamais. Ne sachant pas quoi faire maintenant, il se rend dans un point de vente voisin pour acheter de l'alcool. Seul, il boit. Ses mains sont tachées du sang d'une innocente. Au-delà d'une vie, c'est toute une famille qui vient d'être brisée cet après-midi. Au bout de quelques heures, et après être passé chez lui, l'employé de poste revient sur les lieux pour recouvrir le cadavre avec une couverture et des coussins. Il ne faudra que quelques heures pour que Yunene soit officiellement déclarée disparue. Très rapidement, sa famille, ses amis, des étudiants de son université et d'autres personnes participent à essayer de la retrouver. Les réseaux sociaux sont un outil très précieux pour cela. Des messages sont relayés sur Facebook et Twitter, avec notamment le hashtag #BringNeneHome, relayé par des milliers de personnes, dont des personnalités influentes en Afrique. Ce que l'on sait, c'est que Yunene Mwetiana aurait été aperçue pour la dernière fois à Clermont. Elle serait descendue d'un minibus devant le bureau de poste de Clarinch. Tous ces gens qui se mobilisent, ça apporte un certain réconfort à la famille. Et sur internet, des messages tels que celui-ci sont relayés. Madame Yunene Mwetiana, une étudiante de première année, aurait été vue pour la dernière fois le 24 août 2019. Elle aurait quitté Roscommon House, une résidence hors campus de Clermont, et ce vers 14 h. Elle aurait ensuite été vue vers 17 h près d'un salon de coiffure à Mowbray. Madame Mwetiana mesure environ 1,70 m et a été vue pour la dernière fois portant un pantalon marron et un sac à main noir. Pour le salon de coiffure, précisons que c'est le témoignage d'un inconnu qui pense l'avoir vue. Donc ça restait une hypothèse. Pendant que cet élan de solidarité s'accroît d'heure en heure, l'homme qui est à l'origine de tout ça est en train de s'affairer. Dans la pénombre, il conduit. Ce matin, il s'est levé aux aurores pour être sûr de pouvoir agir secrètement. Il s'est d'abord équipé de serviettes, puis il est allé à son travail, qui est le lieu de son crime odieux. Nous sommes le 25 août 2019. Aujourd'hui, c'est dimanche et personne ne viendra le déranger. À l'intérieur du coffre-fort gît toujours Yunene, enveloppée dans sa couverture. Luyanda commence par nettoyer son sang, qui macule le sol, et son corps. Puis au bout d'un certain temps, une fois qu'il estime que la voie est libre à l'extérieur, il la met dans un grand sac postal, et il la charge sur son épaule avant de la placer à l'intérieur de sa voiture. Son objectif maintenant, chercher un endroit où cacher le corps. Il tourne dans plusieurs rues, s'engage sur une voie rapide, puis finit par s'arrêter près d'une ancienne voie ferrée. Là, il est à l'Angletu West, à environ une quarantaine de minutes du bureau de poste. Il ouvre le coffre de sa voiture, attrape le sac de forme humaine, puis l'emporte jusqu'à un trou, en contrebas de la voie. Pour finir, et afin d'éliminer toute trace qui permettrait de remonter jusqu'à lui, Luyanda se rend dans une station pour acheter de l'essence. Il retourne près du corps, l'asperge, et à l'aide d'une allumette, il embrase le corps. Yunene est en train de brûler devant ses yeux de meurtrier. À la suite de cet acte d'une cruauté sans nom, Luyanda remonte dans sa voiture et rentre chez lui comme si rien ne s'était passé. Les jours passent et l'espoir est mis à rude épreuve. 3 enquêteurs privés sont sollicités par la police afin d'approfondir encore un peu plus les investigations. Soit Yunene a été kidnappée, soit le scénario est encore plus dramatique. Ce qui paraît évident pour tous, c'est qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Le mercredi 28 août 2019, dans la soirée, une veillée est organisée à l'université du Cap, rassemblant plusieurs centaines de personnes. Des étudiants, des professeurs, des proches sont là. Il y a des bougies partout, des chants, tout le monde était solidaire. La vidéo est relayée sur les réseaux sociaux. Et désormais en ville et au-delà,
Peu sont ceux qui ne connaissent pas le nom de Yunene Mwetiana. Environ 2 jours plus tard, aux premières heures du vendredi 30 août, les autorités annoncent avoir interpellé puis arrêté un suspect de 42 ans dans la même ville de Clermont. Ses affaires ont été fouillées et du sang a été retrouvé dans sa voiture et sur ses chaussures. Il se trouve qu'il est employé du bureau de poste de Clermont, là où la jeune femme a été vue pour la dernière fois avant de disparaître. Mais ce n'est pas tout, la poste a également été fouillée et des traces de sang sont encore visibles. Pour s'ajouter à cela, à peine quelques jours auparavant, le 26 août exactement, un cadavre carbonisé avait été retrouvé près d'une ancienne voie ferrée. Pendant l'arrestation de Luyanda, des tests ADN et une autopsie sont encore en cours. Et tout ça dans le but d'identifier le corps qui est méconnaissable. C'est une épreuve de plus pour la famille Mwetiana, qui pour des besoins de comparaison, doit se soumettre à des tests ADN. Peu à peu, les pièces à conviction se révèlent et s'accumulent. Mais encore faut-il, tel un puzzle, les assembler de la bonne manière pour tout comprendre. Quoi qu'il en soit, Luyanda est maintenant le principal suspect. Et le doute est peu permis quant à sa culpabilité. Ce dernier consulte son avocat qui lui annonce la couleur. C'est simple. Tout l'incrime et tôt ou tard, la police saura la vérité. Alors sur ses conseils, l'ex-prisonnier reconverti en fonctionnaire, sur une feuille, il rédige des aveux. Dans ceux-ci, il avoue qu'il était sorti du bureau de poste et qu'il avait consommé de l'alcool à proximité. Après avoir violé et assassiné la jeune Yunene Mwetiana, il donne également l'emplacement de son corps et déclare la chose suivante. « Je suis responsable de mes intentions, car j'avais l'intention de violer et de tuer. » En parallèle de ces révélations, le corps brûlé est identifié. Et il s'agit bien de la jeune femme disparue. Bien que de nombreuses traces ont été détruites par le feu, du sperme est retrouvé à l'intérieur du corps. C'est dans ce contexte que le lundi 2 septembre au matin, une première comparution au tribunal de la ville de Wimberg s'ouvre. À ce moment-là, la famille Mwetiana et les proches cultivent encore l'espoir de retrouver Yunene vivante. Selon un des détectives privés, un certain Noel Pratton, la famille arrive à tenir le choc malgré cette situation inimaginable. Il va déclarer les choses suivantes. C'est la chose la plus terrible que cette famille ait jamais vécue, mais ce sont les personnes les plus fortes que je n'ai jamais rencontrées. Elles ont toujours de l'espoir. Une fois dans la salle d'audience, on suppose l'attente insoutenable qu'ils doivent endurer. Car ce matin, des réponses seront enfin peut-être apportées. Luyanda Bota apparaît enfin, accompagné de policiers. Il est assis sur le banc des accusés et vêtu d'une veste marron. Il regarde autour de lui avec un léger sourire aux lèvres. Peut-être qu'il est stressé ou trop détendu, mais cette attitude suscite d'ores et déjà l'indignation. La colère monte dans le public. Le procureur demande le silence, puis annonce les circonstances. Il explique ce qu'aurait manifestement subi la jeune Yunene. Le corps retrouvé en cours d'identification, ainsi que les aveux de son agresseur présumé. Cette nouvelle est un coup de poing en pleine poitrine pour l'entourage. Si l'on comprend bien, ce serait donc apparemment terminé. Yunene ne reviendra pas. Les espoirs s'effondrent brutalement. Les proches se mettent à sangloter et se tiennent les uns aux autres. Vers la fin de la comparution, le public n'en peut plus. Des insultes commencent à fuser dans le tribunal. Vers la fin de l'audience, on peut entendre un homme crier « gros porc » au tueur présumé qui commence à descendre un escalier menant aux cellules. Le soir même, on peut apercevoir quelques bouquets de fleurs placés à l'entrée de la poste de Clarinch. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le bureau de poste est maintenu ouvert par la direction et le personnel. Mais heure après heure, l'effervescence autour de l'établissement commence à monter. Le lendemain, des habitants se réunissent, rejoints par quelques employés des commerces alentours. Il est attaché de plus en plus de fleurs aux balustrades, puis ce sont des cartes qui sont également posées. À l'intérieur des petits mots ou des prières à l'attention de Yunene. L'émotion est très forte. Une enfant innocente de la communauté a été perdue. Si certains rendent leur hommage dans le silence, d'autres s'indignent. Une habitante se demande pourquoi le bureau de poste reste ouvert, malgré le caractère récent de cette tragique histoire. Selon ces mots, un homme a violé et tué dans cet endroit il y a à peine quelques jours. Pourtant, des travailleurs continuent d'y remplir leurs tâches quotidiennes, comme si rien ne s'était passé. C'est lugubre en plus d'être inapproprié. Et on peut comprendre son emportement ici. C'est dans ce contexte que l'établissement finit par fermer. Un des employés, avant de fermer la porte à clé, accroche une petite pancarte, imprimée à la hâte, fermée en raison de circonstances imprévues. Oui, ce lieu n'est plus pour l'heure une poste, mais c'est un espace de recueillement, de bienveillance, de calme, d'amour entre ceux qui sont venus adresser un dernier message à la jeune Yunene. Le jeudi 5 novembre 2019, Luyanda comparaît de nouveau au tribunal de première instance de Wimberg.
Son apparition y est brève. Comme lors de sa précédente convocation, il indique de nouveau qu'il ne demandera pas de libération sous caution et qu'il assume pleinement être l'auteur de ce dont il est accusé. Au moment de sa sortie du tribunal, escorté par la police, un grand nombre de journalistes tentent de le photographier sur autorisation du magistrat. Mais Luyanda garde sa capuche. Il baisse sa tête pour éviter au maximum de donner son image. Ce jour-là, certains membres du public sont mécontents. S'il n'y a pas de libération sous caution, Luyanda restera protégé par la police jusqu'à son jugement. Mais détrompez-vous, c'est pas qu'ils veuillent le voir libre comme l'air, non. Ce qu'ils souhaitent, c'est de se faire justice eux-mêmes, lui infliger la même souffrance que celle qu'il a fait endurer à Yunene. Ainsi, dans la foule en colère, on peut entendre des voix s'élever, l'insultant et voulant l'attraper. Au même moment, une poignée de manifestants sont rassemblés devant le tribunal de première instance de Wynberg. Ils sont là pour rendre hommage et aussi pour dénoncer l'atrocité du crime comme son caractère sexiste. Pour la justice, c'est acté. Luyanda Botha est bien le meurtrier. Il ne reste qu'à rassembler tous les éléments puis à le juger une fois pour toutes. Le 15 novembre 2019, son procès final est ouvert. Diffusé en direct sur internet, il dure environ 50 minutes et il est encore disponible actuellement. Pendant toute la durée de la procédure, Luyanda est debout, entouré de la police, des avocats ainsi que des proches de Yunene. Il ne parle pas, mais écoute le récit de son méfait, dans l'ordre chronologique tel qu'il l'a expliqué lors de ses interrogatoires et selon les investigations menées par la police. Il n'exprime que peu d'émotions, prend parfois de grandes inspirations et regarde parfois le sol. Lorsque la juge Gayat Salilov énonce ce dont il est accusé, Luyanda plaide directement coupable. Il parle doucement et déclare comprendre les accusations. Peut-être qu'il espérait une clémence de la part de la justice, mais il n'en saura rien. Alors qu'approche l'issue de l'audience, la juge annonce la sentence. Même si celle-ci ne fera jamais revenir l'être aimé, elle a le mérite d'être relativement lourde. Pour avoir attaqué, violé, tué puis brûlé la jeune Yunene Mwetiana, âgée de 19 ans, Luyanda est condamnée à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité. À cela s'ajoute, pour avoir tenté d'entraver le travail médico-légal des autorités en immolant le corps et en tentant de nettoyer le sang, 5 années d'emprisonnement supplémentaires. Alors que la juge prononce les termes, Luyanda a le regard fixe. Ses yeux se mettent à briller légèrement et il se mord les lèvres. À l'écoute du verdict, les proches de Yunene sont partagés. La peine est conséquente et c'est tant mieux. Cependant, pour ce type de sanction, il subsiste toujours un moyen de sortir de prison plus tôt. La libération conditionnelle, c'est dans la loi et la juge lui en a par ailleurs fait mention. Dans exactement 25 ans, il pourra faire la demande d'examen de son dossier et suivant son comportement ainsi que d'autres facteurs, il pourra ou non se voir libéré. Il aura alors 67 ans. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'heure, Luyanda est emmené et sera enfermé. Peu de temps plus tard, lors des funérailles de Yunene dans sa ville natale de Bacon Bay, Nomangwan, sa maman, annonce dans une lettre écrite pour sa fille qu'elle créerait une fondation en son honneur afin de continuer à faire appliquer ce à quoi Yunene croyait, à savoir mettre fin à la violence sexiste ainsi qu'à la quête de l'égalité des sexes. C'est ainsi que la fondation Yunene Mwetiana est créée en 2019. Son but primordial, rendre autonomes les jeunes femmes et lutter contre la violence sexiste. Son site officiel, yunenefoundation.co. Il propose également des services en ligne, comme celui de pouvoir chatter avec un psychologue, entre autres. Cette fondation œuvre en collaboration avec le collège Kingswood et l'université du Cap, 2 écoles que Yunene a fréquentées. Ainsi, Yunene ne sera pas morte en vain. Son héritage perdurera, et on espère qu'il viendra en aide à de nombreuses âmes qui en ont besoin. Une année vient de s'écouler. News 24, une chaîne d'information sud-africaine, s'est récemment entretenue avec la mère de Yunene. Il voulait savoir de quelle façon la famille s'en sortait depuis la perte de leur enfant. Voici la réponse de cette maman. Les 12 derniers mois, depuis le décès de Yunene, n'ont pas été faciles pour nous, en tant que famille. La période a été caractérisée par d'innombrables nuits blanches. Cela a été une montagne russe émotionnelle, un mélange d'émotions allant de la douleur, de la tristesse, de la colère et de la frustration. Nomangwan, la mère, continue en disant que sa famille vit au jour le jour, qu'ils réalisent peu à peu cette perte et que c'est quelque chose qu'ils doivent accepter. Mais cette année a également été placée sous le signe de l'amour, grâce au réconfort rapporté par tous ceux qui les entouraient et les entourent encore. Elle dira cette dernière phrase: « Par la grâce de Dieu et le soutien que nous avons reçu de gens de tous les horizons, il y a eu un sentiment de réconfort. »
Pour honorer la mémoire de son ancienne et regrettée élève, le collège Kingswood a décidé de décerner à Yunene Mwetiana le respectable prix Neil Haggett à titre posthume, en reconnaissance de ce qu'elle a fait au cours de sa jeune vie et de l'influence que cela a eu sur les questions de violence sexiste en Afrique du Sud depuis sa mort en 2019. Récemment, un porte-parole de la famille Mwetiana a déclaré que ses parents ressentent à nouveau la mort de leur fille à chaque fois que la mort d'une autre femme en Afrique du Sud est annoncée dans les médias. Ainsi se termine l'histoire de Yunene Mwetiana, une affaire qui déchire le cœur. Une pauvre femme âgée de seulement 19 ans à qui on a arraché la vie. Et ce qui est terrible à travers cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de raison particulière quant au meurtre. Il l'a tuée simplement par pulsion. Il l'a violée, violentée pour enfin prendre sa vie. Elle était juste venue chercher un colis, un truc tout simple, mais elle ne reviendra jamais. Ce qui est terrible, c'est que cette histoire, elle aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Tu te sens en confiance, tu fais confiance, et au final, on va te la mettre à l'envers. Donner sa confiance à un inconnu, parfois, ça peut être dramatique. Qu'elle repose en paix, je donne beaucoup de force et d'amour à sa famille. Vraiment gros courage à eux. Cette vidéo touche à sa fin, mes amis, il est temps pour moi de me téléporter. C'était pas une affaire des plus joyeuses, mais bon, c'est important d'en parler et que je vous partage cette affaire qui est méconnue. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez d'ailleurs. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches, profitez, et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.